Ce que nous venons d'entendre, c'est le dernier single All Right du groupe Pony Run Run, extrait de l'album Voyage Voyage qui sortira le 4 mars prochain. Et vous savez quoi, ils sont en face de moi. Salut Gaëtan et Amel. Hello. Comment allez-vous ? Super bien, ma foi. Hyper bien. On va quand même se remémorer le titre qui vous a fait connaître au tout début. Ça s'appelait Hey You. Donc retour avec un nouvel album. Alors évidemment, quand on évoque le titre de l'album Voyage Voyage, on imagine tout de suite une femme avec un balai brosse sur la tête, Désirless, non ? Mais pas du tout. On a des moyens. Ici, on met les extraits. On a un petit peu de tout. Alors, c'est sérieux. Rassurez-moi, c'est pas un hommage à Désirless quand même. C'est pas un hommage, mais c'est un clin d'œil. Voilà, ouais. Non, c'est pas un hommage parce qu'on n'a pas vraiment une affection profonde pour Désirless. Enfin, pas plus profonde que ça, disons. Mais par contre, on reconnaît la qualité de cette chanson, en tout cas du titre catchy. Et donc voilà, Voyage Voyage, on s'est un peu approprié, ouais. Mais plus pour le truc Voyage Voyage, quoi. C'est un peu obsédant ce Voyage Voyage. Et en l'occurrence, c'est vrai que ça servait un peu notre propos parce que c'est donc il s'agit d'un album qui a été construit et composé pendant des voyages. Voilà. Vous avez pas poussé le délire jusqu'à enregistrer une version de Pony Run Run Non, parce que le titre est vraiment venu à la fin du processus d'enregistrement, en fait. On avait l'album terminé, on hésitait sur différents titres, histoire de lui donner un certain sens. Et vu que, comme Gaëtan, il a été composé aux quatre coins du monde sur les voyages de Gaëtan, on s'est dit, on a qu'à l'appeler Pony Run Run voyage, quoi. Et puis on s'est dit, mais c'est trop génial. Et donc plus, forcément, mais il y a une dimension qui nous fait, il y a un truc qui nous fait un peu marrer quand même dedans. Après, en réécoutant Voyage de Désirless, je trouve que c'est quand même une bonne chanson en soi. Et finalement, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait. Mais peut-être, ça se trouve, on va peut-être venir faire une reprise. Ouais, pourquoi pas un jour. Pourquoi pas, ouais, c'est un truc à... Si elle veut, si elle daigne... Un trio avec Désirless. Ouais, carrément. Putain, ça serait vraiment l'histoire d'une rencontre sur un album. Ouais, c'est un délire. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Alors, c'est son nouvel album, vous n'êtes plus que deux, Antonin Pierre ne fait plus partie du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Antonin est parti en voyage. Il est jamais revenu. Non, en fait, il a fait son projet solo, en fait, parce que voilà, je pense qu'il avait besoin aussi quand on l'a rencontré, il avait déjà son projet solo, et il avait besoin peut-être de mettre ce truc en marche, parce que c'est vrai quand même que le projet Pony, ça fait déjà 10 ans qu'il tourne, en fait, vraiment. Donc je comprends aussi au bout d'un moment que les gens aient envie d'aller faire des choses qui sont plus personnelles aussi, je pense. Ouais, puis je pense aussi en 2012, quand on a décidé d'arrêter la tournée après la tournée en Asie, Gaëtan avait des projets, moi j'en avais d'autres, et Antonin n'avait pas spécialement de projets qui étaient en dehors de la musique, donc il a vraiment voulu se consacrer à sa musique. Et voilà, c'est en 2012 ou 2013 d'ailleurs. On le voit encore régulièrement. Ouais, carrément. Mais vous êtes pas brouillé, tout va bien avec lui? Non, carrément pas. Très bien, ouais. Après, dans l'histoire de Pony, c'est triste, mais à la base, j'ai monté le groupe avec un membre qui n'est plus dans le groupe. Voilà, ça se passe qu'il est là. Samuel Cortès. Après, on a été rejoint par Amael, Antonin et Frédéric Rivière, avec qui on a fait 3-4 ans tous ensemble. Après, Samuel Cortès est parti. Après, Frédéric Rivière est parti. Après, Antonin Pierre est parti. Et les deux seuls qui restent, c'est les frangins. Donc voilà, c'est ça. Attendez-vous à ce que sur le prochain disque, tout le monde revienne. Soit tout le monde revient, soit il y a un giga split. Vous venez d'où? Vous venez de quelle région, tous les deux? Nous sommes nés dans le Maine-et-Loire, 49, Angers. Ah, Angers? Ouais, Angers. Ouais. Après, mais c'est vrai que le groupe a été monté à Nantes, par contre. Oui, c'est ça, parce que moi j'avais plutôt entendu Nantes. En fait, c'est un groupe parce qu'on habitait à Nantes. Voilà, nous on est nés à Angers, mais on a monté le groupe à Nantes, on était déjà à Nantes depuis plusieurs années, donc. Moi, je continue. Après, je sais pas dans quelle mesure on est un groupe d'une ville. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu compliqué ce truc-là. On est angevin, ça c'est sûr. Et en fait, on a beaucoup plus bossé avec les gens d'Angers qu'avec les Nantais, même c'est sûr et certain. Donc, on a plus de filiation avec eux. Après, on était aussi aidé un petit peu par les Nantais quand tu y repenses. On a fait pas la première partie, tout ça. Mais bon, voilà. On est de l'Ouest. Ouais, on est de l'Ouest, disons. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir d'où on vient exactement. En tout cas, nous sommes angevins, nés à Angers. Et sur ces deux villes, sur Angers et sur Nantes, ça bouge bien musicalement, très franchement, très honnêtement. Sincèrement, moi je trouve que ça bouge à mort. Franchement, Nantes, ça a toujours été très 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 productif en musique, en tout genre, que ce soit de l'indie rock hyper pointu au hip-hop ou au jazz ou à la chanson française. J'aime pas dire chanson française pour Dominica, mais en même temps c'est la chanson française. Ouais. Mais ouais, non, Nantes, ça a toujours été une super ville musicale, et Angers aussi. Carrément, Angers, il y a eu le premier groupe de rock français à signer sur le label
Sub Pop, qui était le label donc de Nirvana quand même. Bah, c'est un groupe d'Angers qui s'appelait les Tugs. Donc il y a beaucoup de groupes comme ça. Il y a vraiment une tradition rock en fait à Angers et à Nantes aussi. Donc ouais, mais même tu regardes maintenant avec des mecs comme Tilassine et tout ça. Ouais, mais t'as de la musique électronique. Non, mais je pense qu'il y a une bonne scène dans les pays de la Loire. Ouais, puis, non, franchement, on y a bossé un petit peu. T'as plein d'endroits comme le Joker's Club Pub. Là où ils font des concerts, non, c'est vraiment chouette. Ouais, il y a toujours eu des endroits pour les petits groupes que qui c'est veulent partout se développer. pareil, Voilà. Je trouve que c'est quand même bien. Alors 4 ans pour sortir ce nouvel album, c'est long. Vous avez profité de vos royalties. Mais est-ce que c'est vraiment 4 ans? On aurait bien aimé. Mais est-ce que c'est vraiment 4 ans? C'est la question que je me pose. Il me semble qu'on n'a pas fini en 2012, mais en 2013. Non, je crois que c'est en 2012. En tout cas, l'album précédent est sorti. Oui, en 2011. Ouais. 12 ans. 2011, 2012. Allez, on va dire en décembre. Non, t'as raison. Non, t'as raison. C'était en 2012. En 2012. Donc, on a bien fini en 2013. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, techniquement. Donc, l'exploitation de Disca. Voilà. Donc, en gros, non, on n'est pas parti si longtemps que ça, quoi. Non, on est parti 3 ans, en fait. Je crois, on a fait 3 ans de, c'est hyper long, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on avait besoin aussi de reprendre un peu, des activités normales, disons, voilà, vivre une vie, quoi. Parce que mine de rien, quand t'es sur la route comme ça tout le temps en tournée, bah c'est pas que tu négliges ton entourage, mais c'est que t'as pas le temps d'aller voir ta famille, tes proches, etc., tes potes, même t'as même pas le temps de faire quoi que ce soit pour toi, parce que t'as pas de temps tout court. C'est tout le temps entre un lieu et un autre, et en voyage d'ailleurs, ou en déplacement. Et donc voilà, en transit, c'est carrément du transit, ouais. Et c'est vrai que c'est ce temps-là donc qui a été utilisé pour qu'on puisse un peu retrouver nos vies. Et puis moi, j'en ai profité aussi pour faire des vrais voyages, pas juste des transits. Donc je suis retourné dans les endroits qu'on a eu l'occasion de visiter en tant que groupe, et j'ai fait donc 2 petits tours du monde pendant ces années-là. Voilà. C'est plutôt sympa avec un billet à 1500 €. C'était exactement. Ouais. Non, mais en fait, le truc c'est que tout le monde dit ah ouais bah ça va le pognon, hein, bon quand même tu fais les tours du monde. J'avoue que j'ai pas travaillé pendant les moments où j'étais en vacances, mais j'ai quand même composé un album. Donc accessoirement c'est aussi du travail. Mais c'est vrai que il y a des billets, ça s'appelle des billets tour du monde, des billets ouverts qui coûtent entre 1500 et 2500 €, avec un nombre de destinations qui va de 10 à 20, voilà. Et on choisit où on va. Et puis on y va quand on veut sur 6 mois. Donc t'as 6 mois pour faire ton truc. Donc c'est vraiment pas plus cher que de faire un aller-retour en Australie, qui est quand même assez cher en soi. Mais tout le monde va quand même prendre son petit-déj en Australie. Hein. C'est là. Petit-déj quand même. Non, mais je veux dire qu'en gros, voilà, c'est pas un voyage, c'est des voyages pour le prix d'un. Un grand voyage, quoi. Donc, ouais, c'est accessible. Faut juste avoir le temps et un peu d'argent pour survivre aussi là-bas. Mais... ouais, puis en plus, ça correspondait à une époque où t'avais pas d'appart, t'avais aucune attache, donc c'est simple. Voilà, c'était plus simple comme ça. Ouais. Enfin, j'imagine quand même que vous avez gagné un petit peu d'argent. C'est quoi votre plus gros coup de fric? Dès le départ, dès que vous avez eu les... Ah, mais franchement, moi, le seul truc dont je me rappelle en termes de fric, c'est parce que nous, on a quand même joué avec Pony en gagnant 0 voire moins 1000 chaque mois, quoi. Vraiment, parce qu'en fait, on partait parce qu'on n'avait pas 1000 à mettre dedans, mais on vivait avec 0. Non, mais techniquement, c'est ça. On était bookés un peu partout en Europe. On partait en mettant de l'essence par nos propres moyens. On arrivait au lieu en question. On était payé pour payer l'essence pour aller le lendemain ailleurs. Donc, on a fait une tournée en Allemagne, en Pologne, en Italie, en Espagne, un peu partout. On dormait par terre, genre sur la moquette, là, voilà. On dormait là. Et c'était ça, quoi. Donc, moi, mon premier truc de fric, justement, dont je me rappelle, c'est le premier cachet qu'on a eu. Et finalement, ça arrivait juste assez tardivement. Donc, quand l'album est sorti, genre 2 mois plus tard, je crois que c'était en septembre ou en octobre, on a eu genre un salaire. Et c'est mon premier salaire de musicien. Et j'ai halluciné, j'ai l'impression d'être le roi du monde, mais j'avais un salaire de base, en fait. Ouais, qui était même pas un SMIC, hein, je pense. Qui était inférieur à un SMIC, accessoirement. Mais j'étais là, mais oui, ça y est, je vis de ma musique, quoi. Donc c'est ça le plus gros coup de fric en soi, quoi. Ouais. Enfin bon, depuis, vous avez quand même gagné un petit peu plus d'argent. Ah bah oui, bien sûr. Vous avez fait quoi? Vous avez acheté une maison, une voiture? Fait plaisir à moi j'ai fait des voyages en fait, vraiment c'est ça. Après faire plaisir à la famille, oui si carrément. Ouais. Ah, t'as amené la famille au Laos. Oui, j'ai amené la famille quand on a joué à Vientiane au Laos, donc la capitale du Laos. Et faut dire quand même qu'on est originaire de. Ouais, on est originaire de là-bas en fait. Mon père était laotien, voilà. Et c'est un pays qui cristallisait quand même pas mal de choses pour nous. Mais qu'on connaissait pas. Et le truc, c'est que du coup, j'ai fait venir ma copine, ma mère et mon père au Laos. Ça, c'est voilà des genres de cadeaux que j'ai pu faire, et c'était très chouette parce que notre mère n'y était pas allée depuis 60 ans au Laos. Oui. Ouais. Voilà. Donc c'est un grand moment de famille. Et puis là-bas, du coup, il y a aussi notre oncle qui nous a rejoint. Et puis oui, carrément. Et après, on a retrouvé de la famille aussi là-bas. Donc ça, c'était assez intéressant. Ouais. Qui gagne le plus d'argent entre vous deux? Très franchement, parce que j'imagine qu'il y a une répartition. Est-ce que c'est équitable ou pas? Ah non, c'est carrément pas équitable. Non, mais après, vu que je compose les morceaux, je gagne plus parce que je compose. Mais ça c'est parce que c'est la loi française. Enfin, c'est la loi des droits, disons. C'est la SACEM qui impose ça, quoi. Donc, non, voilà, vu que je suis auteur-compositeur, je gagne plus par défaut. Par contre, sur scène, on gagne pareil. Tous les trucs hors de ça, c'est...
Bon, c'est loin du sujet quand même un petit peu. Mais c'est toujours intéressant de savoir aussi comment ça fonctionne. Le groupe et aussi notamment l'argent. Alors plus sérieusement, hein, l'album Voyage Voyage porte bien son nom hein, puisqu'il a été écrit lors de vos nombreux voyages. Alors c'est marqué au singulier. Par contre, c'est ça qui est drôle, moi je trouve. Oui. Marqué Voyage Voyage au singulier. Oui, c'est vrai. Ouais, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est... Alors, comment s'est passée l'élaboration de cet album, la construction de cet album pour en arriver Eh ben, donc l'album en fait la construction de l'album, la composition même de l'album a commencé début 2013. On n'avait pas encore fini la tournée du deuxième album. Il nous restait tout le volet asiatique à faire encore. Voilà. Et j'ai commencé à composer ça justement en Australie. Je peux même vous dire où. La première chanson, ça a été à Bondi Beach, à Sydney. Voilà. Et donc en fait, ça a un peu posé les bases de ce qui allait arriver finalement. C'est que derrière, donc ça a été composé pendant la tournée asiatique. Et après, pendant mes voyages perso. Et donc c'est ça, ouais, c'était une succession de lieux, une succession de rencontres, des choses assez inattendues. Et surtout, c'était plus des carnets de voyage, des petites notes par-ci par-là, des idées, même dans un aéroport ou, je sais pas, sur un bateau, enfin voilà. Donc après, toutes ces petites notes ont été un peu compilées, réarrangées. Et avec Amel, on a décidé sur 80 débuts de chansons, d'en sélectionner une trentaine, celles qui nous plaisaient le plus, disons. Après, j'ai essayé de reconstruire un peu plus ces morceaux-là. C'est 30 morceaux choisis et on s'est mis d'accord sur une vingtaine de morceaux qui feraient un bon album en fait. Pas sur ceux qu'on préférait forcément parce qu'il y a eu pas mal de trucs où Amel disait ouais celui-là est vraiment bien, c'est dommage de le jeter, etc. Quand même sur tous les morceaux qu'on a produits, c'était vraiment que des coups de cœur. Bah ouais, mais je peux te le dire, tu m'as harcelé pour en sauver un qui n'a pas été sauvé par exemple. Ouais, et tu disais oui, il est génial, mais il est génial. Donc parfois il avait raison et parfois il avait. Mais j'en ai sauvé quelques-uns. Il y en a sauvé même. Mais je pense Alright d'ailleurs, c'est Amel qui l'a sauvé. Donc merci Amel quoi. De rien, avec plaisir. Donc en fait du coup, vous n'avez pas de collaboration, vous collaborez pas avec des personnes extérieures. J'ai l'impression que c'est vraiment un travail entre frères, entre vous deux. Ouais, c'est un vase clos. Mais depuis le début dans ce projet-là, par contre, après pour la production, on a bossé avec un producteur français de renom qui s'appelle Frédéric Lowe, qui est pas du tout connu pour le style de musique qu'on fait, sauf notre premier album avec qui on l'a fait. Voilà. Et on s'est retrouvés par hasard dans un bar parisien. Ouais. On a fait une soirée concert ensemble. Et après, il est venu dans le studio de Gaëtan, bosser un petit peu, regarder, voir si la magie opérait ou pas. Et ça a trop bien opéré. Donc du coup, on est parti du home studio de Gaëtan pour aller dans sa cave à lui à Paris. Pour finir l'album, pour finaliser l'album. Et du coup, c'est vraiment une collaboration parce que Fred on lui a laissé vraiment toute la place qu'il voulait prendre en fait. S'il suggérait quelque chose et que ça nous plaisait, on allait dans ce sens-là. C'était pas un truc fermé, on était non. Nous en fait on protège pas ce qu'on fait, on aime bien l'ouvrir et avoir un petit peu de rebond quoi. Parce que mine de rien à deux, au bout d'un moment c'est assez une troisième personne permet quand même de pouvoir extrapoler les choses un peu plus loin. Et c'est vrai qu'avec Fred, ça a été vraiment un trio pour le coup. Voilà. Qui sont vos modèles musicaux ? C'est super vaste. Ah, c'est hyper varié. Vaste, voilà, franchement, je crois qu'on aime toutes les musiques que nous aimons. Je crois qu'on pourrait sortir des noms et qui seraient même pas du tout directement. À part des Irless, y a pas grand chose en fait finalement. Non, mais ça peut être autant de la chanson française que de la musique anglaise, que de la musique africaine, que de la musique. Voilà, quand je dis chanson française, on a beaucoup aimé Bobby Lapointe, Bourvil, Gainsbourg, voilà, évidemment. Voilà, ça veut dire que c'est ces trois-là, c'est tout. Après, en musique anglo-saxonne, américaine ou ce que tu veux, il y a eu beaucoup Hendrix. Après, en musique allemande, il y a eu Tangerine Dream, qui est quand même un groupe qui m'a beaucoup marqué. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des synthés dans Pony, c'est de par Tangerine Dream. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Après, il y a nos goûts musicaux à nous. Ça, c'était plutôt la discothèque de nos parents, disons. Voilà. Nous, c'est plutôt, moi, c'était Pavement, beaucoup dans les années 90. Il y a eu du hip-hop aussi, Cypress Hill, on écoutait. Après, on écoutait ce qui passait aussi à la radio, mais j'écoutais même de la dance music. Et oui, j'aimais bien ça. Après, on a écouté, du grunge comme tout le monde. Et après, ce qu'on a écouté, c'est tout ce qu'il y avait. Après, il y a pu avoir un peu de French touch par-ci, un peu de post-punk par-là, de musique improvisée, de free jazz, musique sérielle, du classique aussi, du classique. Et après voilà quoi. On n'a pas vraiment de modèle en fait. C'est ça la question. Oui, il y a zéro modèle, mais tout est un modèle en fait. Tout ce qu'on aime fait partie finalement de nos modèles en fait. En fait, chaque découverte musicale te procure une excitation qui construit quelque chose en toi forcément et que tu retranscris à un moment ou à un autre dans ta musique. Si je me trompe pas, il n'y a pas un seul titre en français de Pony Run Run. Il y a juste le titre de l'album qui est en français. Voilà, c'est ça. Mais c'était Mais il y a jamais eu de titre en français. Il y en aura peut-être un titre, mais en tout cas chanter en français, c'est pas quelque chose que je sais faire en fait. Tout simplement, je sais pas chanter en français. J'écris pas en français. Je me force pas à écrire en anglais. J'écris en anglais vraiment. C'est vrai qu'on a été quand même plutôt
plutôt bercé par la musique anglo-saxonne, hein, gamin. Et puis en plus on a, nos parents, les potes de nos parents étaient des familles anglaises, américaines, etc. Donc on a toujours été avec des bilingues. Je dis pas qu'on est bilingue si tu veux, mais c'est quand c'était assez, c'est l'ordre du réflexe en fait l'anglais. Voilà. Mais peut-être ça changera un jour, mais je pense que dans Pony c'est un peu le principe de base. Il n'y a pas de français à part dans le titre. Ça c'est sûr que dans le prochain album il y aura du français. Et quand pourquoi généralement quand on a un truc où on est trop sûr de notre coup. En général quand je dis il y a pas ça, oui, non, ça c'est vrai. Ouais, mais non, j'ai eu ma révélation. Non mais c'est possible, mais franchement c'est pas. Français. Ça serait assez artificiel parce que ça serait un exercice de style en fait. Ce serait pas un truc spontané, difficilement, parce que je le fais pas spontanément. Alors, j'aimerais savoir comment est votre vie en dehors de la musique. Est-ce que vous êtes plutôt du style je me couche jamais avant 8h du matin, ou vous êtes plus du style à être devant la télé, à regarder des séries télé ou à jouer aux jeux vidéo? Alors moi, en fait, on a eu il y a eu plusieurs phases de vie. Au début, c'était clairement, on se couchait pas. On se couchait jamais. On dormait par petite sieste. Ouais, vraiment. Par-ci, par-là, quoi. Jeune. Ouais, jusqu'à il y a pas très longtemps. Ça a commencé très jeune d'ailleurs, en fait. Jusqu'il y a très très peu de temps, c'est vrai. Puis c'est vrai que moi je suis devenu papa là sur la deuxième tournée. Sincèrement, ça recadre un petit peu les horaires. Tu vois le matin, mais avec des yeux beaucoup plus frais. Ouais. Donc maintenant je serais plutôt à regarder des films, un petit peu lire, faire de la musique chez moi que sortir parader toute la nuit. Moi, je suis devenu papa aussi il y a 8 mois et c'est pareil du coup. Hein. Mais moi je suis pas frais le matin quoi. Quand il est tôt, j'aime pas trop ça, donc ça va pas changer. Ah, mais c'est parce que je me couche vachement plus tôt du coup parce que je suis très fatigué. Donc même pas des fois de film, hein, rien du tout. Je suis là, genre je m'écroule. Voilà. Donc voilà, c'est ça ma vie en ce moment. C'est plus ça quoi. Et pas mal de temps avec ma fille aussi quand elle est réveillée. Vous préférez enregistrer en studio ou faire de la scène? C'est deux exercices différents, mais des artistes préfèrent faire des studios, ça arrive. Mais il y en a qui préfèrent aussi faire de la scène. Historiquement, moi je préfère la scène, Gaëtan préfère le studio. Et puis moi je préfère, c'est pas que je préfère le studio, je préfère composer en fait. J'aime pas tant que ça le studio. Je trouve que c'est un moment un peu, qui a été stressant par le passé. Ouais, mais là on a une nouvelle expérience. Ouais, mais j'allais y venir. Voilà, c'était une belle transition vers ça. Et donc en effet, sauf que le dernier album, il s'est fait dans des conditions super agréables. Ce qui est la première fois, c'est la première fois que ça nous arrive. D'habitude, il y a sur du stress ou des confrontations. Là, il y a eu 0 confrontation. C'était vraiment très fluide et ça s'est bien passé. Mais cependant, moi, ce que j'aime, c'est composer. C'est pas tant produire. J'aime composer. Pour la production, ça m'intéresse, mais ça dure un temps et au bout de 2 mois, t'es fatigué, tu t'arrêtes la production. Et le live, après, moi, j'aime beaucoup ça. Après, j'aime pas quand le live prend le pas sur la composition. J'aime bien quand le live s'arrête un moment pour laisser de l'espace pour composer. Et en fait, je pense que j'ai un peu souffert de ça moi aussi sur les tournées de 6 ans, tu veux dire? Ouais, sur les tournées ça durait, on a eu 6 ans de tournée parce qu'avant Hey You, il y a eu quand même 3 ans de tournée par nos propres moyens qui étaient aussi conséquentes que ce qui arrivait après. Et j'avoue que moi c'est ma seule frustration, c'est de pas avoir assez de temps pour composer. Voilà. D'où mes compositions dans les avions, parce que c'est par nécessité à la base que j'ai dû faire ça. Et je crois que moi j'adore ça, composer, tester des sons, m'amuser en fait, un truc ludique. Moi j'adore ça, mais j'adore la scène. Te laisser transporter par ta propre musique et qui t'est renvoyé par le public. Enfin vraiment, toi c'est un spectacle vivant, la musique. Et quand t'es sur scène, tu t'en prends la mesure réellement, quoi. Vous avez un rituel justement avant de monter sur scène? On en a eu en fait, mais je crois que ça reste quand même de se prendre un petit moment là juste avant de monter sur scène, de se regarder. Là pour l'instant on est 4 musiciens à jouer sur scène et on se regarde, on se sourit et on laisse la clameur monter, puis l'énergie monter, puis on y va quoi. Je crois que c'est ça, surtout qu'il faut que tout le monde se sourie en rentrant sur scène. Parce que parfois il y en a qui stressent, etc. Et si t'as ton pote qui te regarde et qui sourit, en général ça dédramatise le truc. Mais c'est vrai que maintenant, on se sent bien sur scène maintenant. On a eu à l'occasion d'essayer pas mal de types de scènes. On a des bons compères aussi. Ouais, on a des super musiciens avec nous, dont un batteur qui nous suit depuis le premier album justement. Vincent Le Chevalier et un nouveau Vincent, parce qu'on répète tout par 2. Vincent David et pas David Vincent, qui est guitariste clavier, qui fait des chœurs là juste pour cet album là du coup. Et c'est vraiment une bonne équipe quoi. En gros, c'est les frangins Richard Lucky Young, donc nous, et les frères Vincent. Voilà. Les frères Vincent, attention, eux sont plutôt du genre à pas dormir. Ah ouais, c'est plutôt des fêtards, les frères Vincent. Alors vous avez eu une victoire de la musique, un MTV Awards aussi, et aussi un prix d'une radio nationale. Il vous manque quoi pour être encore plus heureux aujourd'hui? Je crois que les prix, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, et après c'est toujours agréable d'avoir quelque chose, parce que c'est une forme de reconnaissance officielle, mais en soi les meilleures choses c'est juste les moments qu'on vit quoi, et puis justement avoir cette possibilité de pouvoir vivre ces moments-là. Donc c'est là où je rejoins aussi Amel là-dessus, c'est quand t'es en live,
Ça, c'est des vrais moments, voilà. Après, une victoire de la musique, c'est sympa dans le salon. C'est les parents qui l'ont d'ailleurs, tu vois, c'est sur la cheminée. Et on la regarde pas, nous, on la voit pas, tu vois, si tu veux, c'est pas qu'on l'a oublié, c'était assez irréel pour nous. En plus, on était face à des mecs, des gros mecs de la variété française, donc on n'a pas trop compris comment et pourquoi. Donc c'était plus amusant et flatteur évidemment, parce que c'était le prix du public et dans cette mesure-là, c'était vraiment flatteur pour nous. Mais c'est pas une source de succès, de joie. Le succès n'est pas une source de joie. Voilà, c'est ça quoi. La joie, c'est plutôt ce qu'on vit au quotidien quoi. Et j'avoue que on est très heureux. Hein, pour revenir à la question. Ouais, on est très heureux depuis le début de Pony. À l'époque, où on gagnait rien du tout, mais qu'on découvrait de nouvelles choses. Ouais. À partir de ce moment-là, tu fais ta musique, tu vis pour elle. Là, on commence à vivre par elle. Et ben, c'est quand même super plaisant. En plus, on en a un peu de temps pour voir nos familles respectives. Carrément. On est vraiment ravis. Et je pense que c'est ça, c'est cette espèce d'équilibre. C'est juste pouvoir vivre de ce qu'on aime, de sa passion, et puis aussi pas négliger sa vie. Je crois que c'est ça vraiment l'équilibre à garder, quoi. Faut pas non plus se laisser trop emporter dans la tourmente. Alors forcément, vous êtes un groupe de musique et vous êtes de beaux gosses, hein. On peut pas le nier. C'est gentil, ça. C'est gentil, franchement. On ne le dit pas souvent, ça, quand même. On ne l'a jamais dit, donc. Ça attire forcément les filles. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des trucs de dingue, du style, elles sont cachées dans vos chambres d'hôtel, ou ce genre de trucs? Il y a eu des trucs, ouais. Mais, des trucs dont on pourra pas parler, mais pas parce qu'on a fait des choses. Non, mais c'est parce que c'est un peu vulgaire. Mais j'ai souvenir mais c'était en plus, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est horrible. C'était à La Réunion, il y avait un moment très intense dans le concert. Mais c'est pas super, bon bref, je vais le faire. Raconte. Non, mais il y a un moment très très intime dans le concert à ce moment-là, c'était sur la première tournée. Et on joue très très doucement. Et là, on entend une voix qui crie dans le théâtre, ça c'était un théâtre. Ouais, mais un théâtre. Et qui crie un truc. Personne, tu vois, un truc comme ça. Ouais, mais bon, bref. Et qui crie, elle dit, une phrase qui pourrait vraiment complètement sortir d'un film pornographique. Voilà. Mais genre, elle crie ça, mais on voit que c'était vraiment un cri du cœur. Hein. Voilà. Et on n'a jamais su à qui c'était adressé. Ouais, voilà, on sait pas qui s'est adressé. Nous, on était tous ensemble, ça c'était même pas pour nous. Non, mais voilà, donc il y a des gens qui ont ce genre de comportement et qui peuvent justement crier ça très fort devant tout le monde, genre moi, c'était ça la phrase, mais très très fort, mais genre. Et c'était en plein concert au moment le plus doux et sensible. Il n'y avait pas de respect pour la musique là. Non, quand même, il n'y a pas de respect quoi. Non, mais en fait, voilà, il y a eu quelques petits trucs. Ça, c'est juste, voilà, c'est peut-être pas le plus croustillant, mais c'était assez étrange. Voilà. Ça fait quoi d'avoir été un jingle d'émission de télé sur Canal+, en l'occurrence? C'est bizarre, non? En fait, vu que c'était au tout début, en plus, c'était au début du premier album, et c'est vrai que le fait d'avoir eu notre musique sur le jingle, c'était assez grisant, quoi. Parce que tu entends ta musique en dehors de ton chez toi, quoi. Ça t'appartient plus, c'est pour tout le monde, quoi. Ouais, puis surtout, moi, je me souviens que je regardais Canal à cette époque-là parce qu'on n'était pas en tournée, c'était avant vraiment le départ de la sortie de l'album, de la promotion et tout, et du coup, on n'était pas prévenus. Tu vois. Et alors, je regardais la télé en attendant que les choses se passent et j'entends les notes de You, je fais, mais je connais ça. Ça, c'était plaisant. Ouais. C'était vraiment le point de départ en plus. Moi, mon vrai souvenir justement donc j'habitais encore à Nantes et j'entends You à la radio justement dans un supermarché de proximité au rayon l'étage devant les camemberts. Et non, et vraiment, j'étais là, ah putain. Et vraiment, ça, c'était vraiment mon moment, quoi. Et tu t'es retourné, mais oui, t'as envie de dire c'est toi, mais t'as pas envie qu'on te reconnaisse, parce que c'était quand même, tu vois, il y a tout un truc. Et vraiment, c'était ça. Mais c'était au tout début. L'album était sorti, peut-être même pas sorti d'ailleurs, ça n'était pas encore sorti. Et voilà, ça, c'est mon grand souvenir. C'était vachement plus puissant que finalement un jingle d'émission. Voilà. Bon. Vous êtes évidemment un groupe de scène et vous avez des dates de prévues? Plein, et encore plus à venir. 2016. Mais on ne pourra pas te les citer. Il y a pas mal de dates là qui arrivent derrière la sortie de l'album. Et sinon, il y aura d'autres dates. En fait, c'est toujours 6 mois de décalage, donc on ne peut pas te dire ce qui se passera dans 6 mois, mais il se passe quelque chose dans 6 mois. Donc je pense qu'on aura un gros bout de tournée, surtout à l'automne. Et là, on a une petite tournée en attendant. Ouais, une grosse salle. C'est quoi la salle que vous rêveriez de faire? C'est vrai que j'ai pas. Trop, hein. Franchement, je sais pas trop. Après, il y a des festivals dans lesquels on aimerait bien jouer, peut-être, mais. Ouais, peut-être les gros festivals. En fait, on a des. Genre Coachella, tout ça. Ouais, Coachella, faudrait peut-être le faire, mais après, c'est un peu tard. Avant, c'était mieux. C'était toujours mieux avant, d'ailleurs. Ouais, ou alors le prochain, tu vois. Woodstock. Ouais, Woodstock, voilà, quoi. Lollapalooza, quoi. Mais Lollapalooza des 90. Non, c'est ça, ouais. C'est que des trucs, qui n'existent plus. Non, on a eu l'occasion de faire Glastonbury, par exemple, ce qui est quand même énorme, parce que c'est peut-être le plus gros qu'il y a en Europe. Et il y a d'autres trucs en Europe qu'on aimerait bien faire. Ouais, sincèrement, je crois qu'on aimerait bien juste continuer à jouer et puis découvrir des nouveaux endroits. On va être hyper content de retourner en France et tout. Mais... À Paris, on n'a pas fait Bercy, ça c'est sûr, et on n'a pas fait non plus l'Olympia.
Olympia, quoi. On a fait juste toutes les autres Zénith compris, mais on n'a pas. Je sais pas si j'ai très envie de faire Mais je sais pas non plus, mais il y a un truc peut-être moi, on Paris, préfère j'adore la l'Olympia à Cigale. Paris. Tu vois, moi, ça c'est vraiment ma salle préférée. Eh ben, ça tombe bien parce que tu y joues dans, Et ouais, ça je sais dans qu'on y quelques joue, mois. je sais pas la date. Non, mais c'est vrai que la Cigale, il y a un vrai truc très rock, mais il y a plein de salles cool à Paris, honnêtement. Voilà, on a fait une maroquinerie là, juste en comité réduit, il y a quelques mois. Ouais. Et ça, c'est toujours des expériences différentes. Chaque salle implique un truc différent. Genre le Trianon, c'est encore autre chose. Ou voilà, la seule qui manque à Paris, je crois que c'est ça. C'est Bercy. Non, puis moi je préfère faire un petit club au Chili, tu vois, parce qu'on n'a pas été jouer au Chili, ça me ferait bien plus marrer que de faire un Bercy. Non, c'est vrai que ouais, c'est plus. Enfin, remarque qu'un Bercy complet, ça doit être bien pour l'argent, pour revenir à Rodrigue, mais bon, c'est pas le nerf de la guerre. Non, mais c'est vrai que c'est plus jouer encore dans des pays qu'on n'a pas encore l'occasion de faire. Donc entre autres l'Amérique du Sud, on a dû annuler une fois une tournée parce qu'on était en pleine tournée française, donc on a dû annuler cette tournée-là. Surtout que ouais, on a eu la victoire de la musique et tout, donc on avait aussi plus de sollicitations. Le petit temps sur lequel on aurait pu s'estirper pour partir là-bas, il a été rempli par d'autres concerts. Donc il faut qu'on fasse ça. Voilà, donc Amérique du Sud. Voilà. Bon. Eh ben, Pony Ron, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Je rappelle que l'album Voyage sort le 4 mars prochain, que c'est un vendredi en plus. C'est important parce que comme ça, on peut écouter l'album tout le week-end, tranquille. Ah, c'est ça. Moi, je l'ai écouté très franchement, j'ai adoré. Ah bah merci. Ah, mais vraiment, c'est un album très positif. Ça donne le sourire, mais vraiment. Hein. C'est vraiment le maître mot, en tout cas pour nous, quand on l'a fait, c'était juste que ça soit plaisant. Et avec Fred, Fred Lowe, avec qui on a produit l'album, du coup, c'est pareil, il fallait que ça soit plaisant chaque jour. Et ça a été plaisant chaque jour, donc voilà. Puis on a bien besoin en ce moment. Voilà. Oui, ça se ressent et c'est positif et très énergique aussi. Ah bah merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Pony Ron. Merci.